Alors que l'Occident, l'Union européenne et les avocats en France, au Royaume-Uni et en Allemagne continuent de souligner l'intégrité territoriale de l'Ukraine, je dis, attendez une minute. N'était-ce pas l'OTAN qui a détruit l'intégrité territoriale de la Yougoslavie? Non seulement l'OTAN l'a détruite en reconnaissant tous les États qui se sont déclarés indépendants, mais elle l'a également physiquement détruite. L'OTAN a bombardé la Serbie pour séparer le Kosovo de la Serbie. La malhonnêteté intellectuelle que nous voyons dans le milieu universitaire est absolument stupéfiante. Déplaçons cette discussion vers le deuxième segment et concentrons-nous sur la Russie et l'Ukraine, y compris les implications juridiques et les développements actuels. Vous avez déjà mentionné le potentiel d'escalade de ce conflit jusqu'à des niveaux nucléaires. Maintenant, nous voyons les membres de l'OTAN discuter de la possibilité de déployer des troupes en Ukraine, ce qui représente un changement radical par rapport à leur position précédente. Pouvez-vous partager vos réflexions sur cette escalade continue qui se construit depuis au moins 2007 et peut-être même avant? Dans un échange de courriels, vous avez attribué la responsabilité à la fois à l'OTAN et à la Russie. Vous avez reconnu que l'invasion de la Russie en 2022 est illégale, mais vous avez également souligné que la provocation joue un rôle significatif. Pourriez-vous développer votre perspective concernant ce conflit? Can you expand on how you perceive this conflict? Eh bien, je suis plutôt pessimiste, car la mentalité qui nous a amenés à ce point n'a pas évolué. En fait, elle s'enfonce davantage dans la boue. Vous connaissez la chanson de Pete Seeger des années 1950, Knee Deep in the Big Muddy. De même, nous nous enfonçons davantage dans un état d'esprit complètement erroné concernant la Russie. Les États-Unis tentent désespérément de maintenir leur primauté, mais ils l'ont déjà perdue et ne s'en rendent pas compte. Le problème avec la guerre en Ukraine, c'est que depuis les années 1990, la Russie cherche des assurances pour sa sécurité nationale. La Russie ne veut pas être l'ennemi de l'OTAN ou des États-Unis. Gorbatchev et Eltsine ont fait de grands efforts pour être acceptés par l'Ouest et pour collaborer avec lui. C'était un bref moment éclatant pour l'humanité où nous aurions pu nous engager dans le désarmement nucléaire, car les Russes étaient prêts pour cela. À cette époque, la Chine n'était pas aussi significative en termes de nombre de têtes nucléaires qu'elle possédait. C'était un moment de paix mondiale potentielle que Bill Clinton a personnellement compromis. Au lieu d'accueillir la Russie et d'établir un monde pacifique, il a décidé que pour que l'OTAN continue et justifie son existence, il fallait créer un ennemi. Bien que la Russie ne voulait pas de ce rôle, il lui a été imposé. Comme l'ont expliqué les professeurs John Mearsheimer de l'Université de Chicago et Jeffrey Sachs de l'Université Columbia, nous pensions pouvoir nous en sortir. Ainsi, 1987 a marqué la première expansion de l'OTAN vers l'Est, qui constituait une violation claire des accords oraux contraignants pris par George H.W. Bush et James Baker. Notre éminent diplomate, George F. Kennan, a vivement condamné cette démarche dans un éditorial du New York Times en février 1987. Il l'a décrite comme une folie et une erreur fatale des États-Unis, prédisant qu'elle conduirait à la guerre. Clinton, cependant, croyait que nous pouvions imposer cette expansion, confiant dans notre position de superpuissance sans rival. À cette époque, la Russie était très faible. Ainsi, il y a eu plusieurs expansions, y compris vers les pays baltes. C'était déjà une provocation en soi. Mais les Russes, bien qu'ils aient protesté,
n'était pas si alarmé lors de la conférence de l'OTAN à Bucarest en 2008 où Poutine était présent. Poutine a protesté lorsque la conférence de l'OTAN a décidé que la Géorgie et l'Ukraine devraient entrer dans l'OTAN. Maintenant, s'il y a jamais eu une provocation, c'est bien celle-là, car aucun pays ne permettra de se faire encercler. Ils avaient déjà les États baltes et la Pologne, voisins directs. Ainsi, l'idée d'intégrer une ancienne province russe, qui avait fait partie de la Russie tsariste pendant des siècles, pour essayer d'amener l'Ukraine dans l'OTAN, était un affront pour Poutine. Et il a laissé faire. Il a protesté, mais il n'a pas encore pris de mesures. Mais, à cette époque, l'Ukraine ne voulait même pas devenir membre de l'OTAN. La constitution ukrainienne comprenait un article stipulant que le pays s'efforcerait de rester neutre. Cet article a été supprimé en 2014 et remplacé par un engagement à s'efforcer de devenir membre de l'OTAN. Donc, en 2008, l'Ukraine fonctionnait encore comme un tampon approprié. Functioning as a proper buffer. L'Agence des États-Unis pour le développement international et le National Endowment for Democracy sont intervenus en Ukraine, déployant des ONG, organisations non gouvernementales, pour déstabiliser le gouvernement du président démocratiquement élu, Viktor Yanukovych. Nous avons ensuite soutenu et cofinancé le coup d'État de Maïdan en 2014. C'est pourquoi je dis toujours que la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022. Elle a commencé le 22 février 2014 avec le coup d'État illégal et anticonstitutionnel à Maïdan. Encore une fois, Poutine ne voulait pas la guerre. Putin did not want war. He could have marched in and kicked out this illegal. Il aurait pu marcher et renverser le gouvernement illégal qui représentait un danger existentiel pour la Russie. Cependant, il a choisi de respecter la Charte des Nations Unies, spécifiquement l'article 2, paragraphe 3, qui préconise de régler les différends par des moyens pacifiques. C'est la raison de l'implication de l'OSCE, du format Normandie et des accords de Minsk. Pendant 8 ans, Poutine a patiemment tenté de résoudre le conflit, mais a été trompé. Angela Merkel et François Hollande ont admis qu'ils avaient conclu les accords de Minsk de mauvaise foi, simplement pour gagner du temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je soutiens pleinement tout ce que vous avez dit. Cependant, il y a un aspect de la situation en 2014 qui était sans précédent. Un État a utilisé du personnel militaire non marqué pour prendre le contrôle d'une partie d'un autre pays. La Crimée était, selon le droit international, légitimement une partie de l'Ukraine et était reconnue comme telle par la Russie. Pourtant, sa prise de contrôle était illégale. Cet incident, cependant, a été exclu du processus de Minsk, qui visait à aborder les problèmes dans le reste de l'Ukraine orientale. Lorsque j'étais le représentant de l'ESG pour les élections en Ukraine en 1994, je suis allé au Kremlin pour discuter de la surveillance des élections en Crimée, à Simferopol, à Yalta et dans d'autres lieux. Je suis allé présenter mes lettres de créance au président de la alors encore existante République autonome de Crimée. Lors de ma visite, la première chose qu'il a dite était « Monsieur Dozaïev, savez-vous que nous les Russes ne sommes pas Ukrainiens ?» J'avais envie de lui dire que cela m'était égal qu'il soit russe, ukrainien ou chinois. Je n'ai pas de « traduisez ». S'il vous plaît, traduisez. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il a dit. Vous l'avez dit en russe. No, that's what he said. You said it in Russian. What did he say? Il m'a dit, comprenez, monsieur Desayas, que nous ne sommes pas ukrainiens, nous sommes russes. J'ai répondu, très intéressant, mais je suis ici pour une mission très limitée, qui est simplement de surveiller les élections. Je ne peux pas vous accorder l'autodétermination. Mais d'un temps plus tard, en 2014, cette conversation m'est revenue en mémoire. Que signifiait-elle? Ils étaient inquiets de la manière dont l'Ukraine traitait la Crimée déjà en 1995.
Et un an plus tard, ils ont perdu leur autonomie. Tout comme Milosevic a supprimé l'autonomie du Kosovo en 1989, l'Ukraine a supprimé l'autonomie de la Crimée en 1995, un an après ma visite. In 1995, 1 year after I was there. But since I crisscrossed the country, I realized that the Donbass and the Mais alors que je voyageais à travers le pays, j'ai réalisé que dans des régions comme le Donbass et la Crimée, non seulement la majorité était russe, mais ils se sentaient également culturellement russes et étaient orientés vers Moscou plutôt que vers l'Ukraine. C'est là que les Nations Unies ont échoué, comme souvent. Lorsque l'Ukraine s'est séparée de l'Union soviétique, elle l'a fait de manière inconstitutionnelle, car elle n'a pas suivi les procédures appropriées pour déclarer son indépendance. Néanmoins, c'est une question distincte. Les Nations Unies savaient que le pays était composé de 70% d'Ukrainiens et de 30% de Russes. La population russe avait besoin de garanties, surtout si une partie du pays devait faire sécession. a country secede. You must allow one part of that seceded. Il faut permettre à une partie de cette région sécessionniste de faire sécession également. L'approche la plus logique aurait été d'organiser un référendum dans le Donbass et un autre en Crimée, demandant aux gens s'ils voulaient faire partie de l'Ukraine ou de la Russie. Cela aurait garanti la stabilité du nouveau pays, mais cela n'a pas été fait, et c'était une occasion perdue. La situation est similaire à celle de la Bosnie-Herzégovine. Il n'y a aucune bonne raison pour que cet État artificiellement créé soit maintenu de force. Si elle se sépare de la Yougoslavie, ne serait-il pas plus sensé de permettre aux Croates de rejoindre la Croatie et de laisser la République serbe de se réunir avec le reste des Serbes? Rejoin the rest of the Serbs. That would have guaranteed peace in the region. But Europe, Cela aurait garanti la paix dans la région. Cependant, l'Europe, avec son idéologie complexe, a insisté pour que cet État artificiel continue d'exister et a nié le droit à l'autodétermination aux Serbes de Srpska et aux Croates. Il y a eu de nombreuses erreurs où les Nations Unies ont agi de manière incorrecte et imprudente. Mais pour revenir à la Crimée, c'est un exemple classique de l'exercice approprié et pacifique du droit à l'autodétermination des peuples. La majorité de la population de Crimée est clairement russe. Je ne doute pas que si un référendum avait été tenu là-bas en 1991, 1984 ou même plus tôt en 1914, that if a referendum had been held there in 1991 or in 1994 or in 1914, organized by the United Nations, monitored by the United Nations, organisé et surveillé par les Nations Unies, le résultat aurait été le même. Voici le référendum convoqué par le Parlement de Crimée, suivi de la déclaration unilatérale d'indépendance. Essentiellement, ils ont exercé le droit à l'autodétermination. Ils sont indépendants, tout comme le Kosovo a déclaré son indépendance. independent, the same as Kosovo made itself. You're speaking about Vous parlez de 1994, n'est-ce pas? Non, je parle de 2014. Ah d'accord, désolé. 2014. Ah, okay, sorry. I'm speaking about this. Je parle de ce référendum que je considère comme totalement légitime. Le fait est que la Russie n'a pas envahi. La Russie n'a pas amené ses chars en Crimée. La Russie n'a pas occupé le pays. C'est pourquoi je dis que nous ne devrions pas utiliser le mot « annexion », car une annexion se produit lorsqu'il y a une occupation militaire contre la volonté de la population, suivie de l'incorporation du territoire contre la volonté de la population. Ce n'est pas le cas en Crimée. Il y avait 25 000 troupes à Sébastopol par traité. Cela faisait partie de l'accord. That was part of the agreement. Now, there were, of course, Maintenant, il y avait bien sûr des soldats russes parmi les 25 000 déjà stationnés là-bas. Ils n'ont pas amené de troupes supplémentaires de Moscou en 2014. En fait, ce que les soldats russes en Crimée ont fait, c'était de s'assurer que le référendum puisse se tenir sans que Kiev n'utilise la force pour l'empêcher. Par exemple, en 2017,
Les Catalans ont tenté d'exercer leur droit à l'autodétermination et ont été réprimés par la Guardia Civile. J'ai interviewé des personnes qui ont perdu des yeux à cause des balles en caoutchouc tirées. J'ai également parlé avec des femmes qui ont été traînées dans les rues par la police alors qu'elles essayaient de voter. En Espagne, plus précisément en Catalogne. Il y avait beaucoup de personnes qui ont été battues par la police. C'était un cas de force massive et illégale utilisé par le gouvernement central contre les Catalans. Les Criméens, ayant vu ce qui s'était passé à Maïdan, avaient toutes les raisons de craindre que la même chose puisse se produire en Crimée. Par conséquent, les soldats russes, qui étaient légalement en Crimée, ont empêché toute forme de violence, assurant ainsi que le référendum se déroule sans encombre. Personne n'a été blessé, battu ou tué. Comme je l'ai mentionné, l'étape suivante consistait à établir la légitimité du référendum. À cette fin, ils ont invité les Nations Unies, l'OCDE, à surveiller le processus. Tout le monde a dit non. Pourquoi? Parce que toutes ces organisations avaient peur de lui donner de la légitimité. Alors elles ont refusé. Si vous ne voulez pas l'organiser vous-même, vous voyez qu'il y a un besoin pour un référendum. Il vient de se produire un coup d'État à Kiev. Ces gens ont peur et ils ont des raisons d'avoir peur. Ils organisent leur propre référendum. Les Nations Unies ne veulent pas le légitimer. Ensuite, l'étape suivante est que le Parlement fait une déclaration unilatérale d'indépendance, comme cela s'est passé au Kosovo. Le jugement de la Cour internationale de justice en 2010 était très clair, affirmant qu'une déclaration unilatérale d'indépendance par une province ne contredit ni ne viole le droit international. Dans l'article 80, ou plutôt le paragraphe 80 du jugement, il est très clair que l'intégrité territoriale est secondaire à l'autodétermination. L'autodétermination a la priorité sur l'intégrité territoriale, un concept et principe du droit international qui est sujet à changement. En effet, les frontières en Europe ont changé des centaines, sinon des milliers de fois. Par conséquent, il n'y a pas de principe inviolable qui ne peut être ajusté. L'intégrité territoriale, comme expliqué dans le paragraphe 80 de l'avis consultatif, n'est pas absolue. Ainsi, ils étaient sur des bases juridiques solides dans leurs actions. Cependant, ils n'étaient toujours pas partie de la Russie et devaient subir le processus nécessaire. Le processus implique de faire une demande à la Douma, le Parlement de la Russie, pour déterminer si elle est disposée à accepter la réincorporation de la Crimée en Russie. Cela prend du temps. Une fois qu'ils décident que c'est constitutionnel, l'affaire est escaladée à la Cour constitutionnelle. La Cour l'examine ensuite pour garantir la conformité avec la Constitution de la Russie. Ce n'est qu'après leur approbation qu'elle est signée par Poutine. C'est un exemple type de la manière dont l'autodétermination devrait être exercée. Contrairement à la situation dans le Donbass qui a nécessité une guerre sanglante, ce processus n'implique aucune violence ni agression. Il implique simplement d'exprimer un désir de se séparer, notamment à la lumière du coup d'État à Kiev et du rejet du gouvernement illégitime là-bas. Donc, votre point est que bien que la sécession de la Crimée d'Ukraine était illégale selon la constitution ukrainienne, le droit international fournit une précédence claire qui pourrait établir la légalité du processus. Un autre aspect intéressant est que la Russie est très légaliste. Par exemple, même avec le Donbass, il est important de se rappeler que la Russie n'a pas reconnu ces deux républiques pendant 8 ans. La Russie voulait qu'elles restent au sein de l'Ukraine pour assurer la stabilité, promouvoir la fédéralisation et maintenir un tampon.
Ils ne les ont reconnus que 5 jours avant que tout ne commence. Ils les ont reconnus parce qu'il faut le faire pour exercer le droit de légitime défense collective en vertu de l'article 51 de la Charte. C'est toute la justification. Ils sont très légalistes, en fait. C'est pourquoi je me mets en colère lorsque l'Occident prétend que Poutine s'est réveillé un matin et est devenu fou. Clairement, ce n'est pas le cas. No, clearly not. No. I mean, the intellectual dishonesty. L'indignité intellectuelle du gouvernement est quelque chose à laquelle vous et moi sommes habitués. Ce qui me dérange, c'est l'indignité intellectuelle des avocats et des universitaires. Heureusement, il y a quelques universitaires en Allemagne, comme le professeur Reinhard Merkel de l'université de Hambourg, qui a écrit un article important dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il a soutenu que ce n'était pas une annexion, mais plutôt un exercice d'autodétermination. De même, le professeur Karl Albrecht Schachtschneider de l'université d'Erlangen a beaucoup écrit et donné des conférences sur pourquoi l'indépendance de la Crimée et sa réincorporation en Russie sont conformes au droit international. Mais le récit en Occident est principalement celui d'une annexion illégale. Je soutiens, qu'en est-il de l'indépendance du Kosovo et de la reconnaissance par l'Europe de chaque déclaration unilatérale d'indépendance, comme celle de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine? Ces actions étaient acceptables pour les Européens tant qu'elles démantelaient et détruisaient l'intégrité territoriale de la Yougoslavie. Il est étonnant que l'Occident, y compris l'Union européenne et les juristes en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, mettent l'accent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je dis, attendez une minute. Territorial integrity of Ukraine. I say, well, wait a minute. Wasn't it you, NATO, that destroyed the territorial... N'était-ce pas l'OTAN qui a détruit l'intégrité territoriale de la Yougoslavie? Non seulement vous l'avez détruite en reconnaissant tous les États qui se sont déclarés indépendants, mais vous l'avez également physiquement détruite. Vous avez bombardé la Serbie pour arracher le Kosovo à la Serbie. C'est absolument stupéfiant, l'inhonnêteté intellectuelle que l'on observe dans le milieu universitaire. Je veux dire, il y a de nombreux articles très solides qui reflètent mes sentiments. Donc je ne suis pas seul dans cette position. Puisque vous lisez l'allemand, je vous enverrai les articles de Reinhard Merkel, Karl Albrecht, Schachtschneider et plusieurs autres. Le fait est que le lavage de cerveau en Occident a eu et continue d'avoir son effet. Je veux dire, je ne pourrais pas donner cette interview que je vous donne à une télévision allemande comme ZDF, où j'apparaissais souvent lorsque j'ai publié mon premier livre, Nemesis à Potsdam, mon deuxième livre, Die Wehrmacht von der Suchenstelle, et mon troisième livre, Die Anmerkungen zur Vertreibung. Je veux dire, j'étais sur ZDF et ARD. J'ai fait une émission en prime time pour Bayerischer Rundfunk et une autre pour WDR à propos de mes livres. Ces jours sont révolus. Je veux dire, ils ne m'approcheraient même pas avec une perche de 12 pieds. They wouldn't touch me with a 12-foot pole. Oui, parce que vous parlez évidemment comme vous le faites maintenant. Cependant, il y a un type de lavage de cerveau que je ne peux toujours pas totalement comprendre, qui est l'auto-lavage de cerveau. J'ai publié un bref article dans un magazine autrichien qui est à la fois semi-scientifique et semi-populaire. Dans le même numéro, il y avait de nombreuses condamnations de la Russie, notamment concernant les événements de 2022. Ce numéro a été publié par un historien et comportait des dictionnaires rédigés par des historiens. Historian who published this. Not just sold out, but they wrote on Twitter. Non seulement épuisés, mais ils ont écrit sur Twitter que c'est la première fois depuis 1945 qu'un État nucléaire a attaqué un État non nucléaire. Et là je me dis, de quoi parlez-vous? L'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. La Chine nucléaire a envahi le Vietnam. Les États-Unis ont envahi de nombreux pays. En fait, il est dit « État voisin ». Donc, les États-Unis sont plutôt à l'abri sur ce point,
car ils n'ont jamais envahi un voisin direct. Mais c'est tellement faux. Et vous êtes historien. Vous devriez comprendre que ce n'est qu'un slogan. Mais même les historiens se trompent à ce sujet lorsqu'il s'agit de cette guerre. Even historians get that done when it comes to this war. Chapeau that there are historians like Christopher Clark. Chapeau aux historiens comme Christopher Clark de l'Université de Cambridge. Bien qu'il ne soit pas australien, il enseigne en Angleterre à Cambridge. Il fait partie des rares personnes qui possèdent une compréhension complète de l'histoire et qui mettent les choses dans leur contexte approprié. Cependant, lorsque je regarde la Historische Zunft en Allemagne, l'association des historiens en Allemagne, c'est une pièce tragique. C'est tellement corrompu que moi, ayant été membre, ai démissionné il y a de nombreuses années. Ce ne sont pas de véritables historiens, ils ressemblent plus à des politiciens. Ils commettent des crimes d'anachronisme, ne respectent pas la chronologie ni la causalité, échouent à être exhaustifs, choisissent sélectivement et ne posent jamais la question « qui bono ?» une phrase de Cicéron dans sa défense de Milone. Ce sont des plumes politiques à louer. Mais ils y croient. Je crois qu'ils adhèrent vraiment à ces croyances. Je leur parle et comprends qu'ils sont convaincus de leur propre récit. Je ne comprends juste pas pourquoi. Just don't get why. J'ai longtemps cru à beaucoup de choses absurdes, et il m'a fallu des décennies pour me libérer de cet endoctrinement. Ils manquent de courage pour se détacher de leur endoctrinement et restent dans leur zone de confort, satisfaits de leurs croyances, même si elles sont incorrectes. J'ai déjà mentionné Immanuel Kant et Horatius, qui prônaient « saper aude », ce qui signifie avoir le courage d'utiliser son propre entendement. Les Allemands ont un terme, hinterfragen, qui signifie interroger en profondeur, mais ils ne le font pas car ils ont peur. Ils ont même inventé un terme que je trouve très approprié, Dankverbot, qui est comme un petit feu rouge dans votre cerveau, vous avertissant que vous entrez dans un champ de mine, une zone dangereuse. Into a minefield, you're going into a dangerous area. Don't think about it. Don't even dare to go beyond. Ne pensez pas à cela. N'osez même pas aller au-delà de la pensée. Il existe un besoin psychologique d'autocensure. Vous vous censurez non seulement en n'écrivant pas sur certaines choses parce que vous les considérez dangereuses, mais vous censurez également votre propre cerveau en ne pensant pas à elles. C'est ce dont vous discutez. Ces historiens se sont trompés eux-mêmes. Ils ont créé leur propre niche confortable et la déclarent comme vérité. Une fois qu'ils acceptent cela comme une croyance, ils ne le remettent plus en question. Ensuite, ils atteignent la paix intellectuelle. Ils ne participent plus au débat. Leurs cerveaux sont engourdis et ils se contentent de répéter simplement ce que les médias grand public leur disent de répéter. Je pourrais citer des noms, mais je ne le ferai pas, car alors nous pourrions être poursuivis pour diffamation. Because then we might be sued for libel and slander. But I personally know many historians. Je connais personnellement de nombreux historiens qui souffrent de cette auto-tromperie. Cependant, je connais aussi beaucoup d'opportunistes qui sont pleinement conscients de leurs actions. Ils comprennent que leur carrière peut progresser s'ils disent certaines choses et en évitent d'autres. De nombreux jeunes historiens ambitieux, désireux d'obtenir une chaire de professeur, réalisent que s'ils explorent certains sujets ou proposent des interprétations historiques qui s'écartent du courant principal, ils n'obtiendront pas de titularisation ou ne deviendront pas professeurs titulaires. Je suis très heureux qu'en 1980, au lieu de poursuivre mon habilitation avec Andreas Hilgruber à Cologne, j'ai choisi un chemin différent. Je voulais être professeur, et je suis sûr que j'aurais pu obtenir une chaire de professeur en Allemagne à cette époque. Cependant, ma vie est très difficile. But my life would have been hell. I mean, Germany has become a totalitarian. L'Allemagne est devenue un État totalitaire, autoritaire et intolérant, où vous devez suivre la ligne politiquement correcte, sinon vous serez ostracisé, licencié,
et votre carrière, honneur et réputation seront détruits. J'ai été témoin de cela en Allemagne, et comme je l'ai mentionné, je suis très heureux d'avoir quitté. J'étais auparavant à l'Institut Max Planck pour le droit public étranger et le droit des peuples à Heidelberg, travaillant sous la direction du brillant professeur Karl Döring et du professeur Rudolf Bernhard, intellectuellement et humainement honnête. Il était comme un père pour moi et un homme merveilleux. Considérant ce qui est arrivé après et l'état actuel de l'Institut Max Planck à Heidelberg, je n'irai même pas s'ils m'invitaient, ce qui bien sûr, ils ne feront pas. I wouldn't go there if they invited me, but of course they're not going to invite me. And the best heads and the Et les meilleurs esprits, les penseurs les plus critiques et perspicaces, sont toujours expulsés d'Allemagne. Il y a juste un an, Ulrike Gero a perdu sa chaire de professeur à Bonn, et l'Arbeitsgericht a maintenant confirmé que cela était légal. À mon avis, c'est absurde, mais c'est la situation. this is preposterous, but fine. The courts are in the service of the government. Les tribunaux sont au service du gouvernement, de l'ULOPE et de l'OTAN. Ils détruiront votre carrière et ils auraient détruit la mienne. Alors j'ai fait le bon choix. J'avais deux opportunités lorsque le professeur Theo van Boven, le directeur de l'ancienne division des droits de l'homme des Nations Unies, m'a interviewé pour le poste. Je suis devenu essentiellement le registraire du Comité des droits de l'homme. Toutes les plaintes arrivaient et je dirigeais le département des pétitions, traitant toutes les plaintes concernant les violations des droits humains. J'ai rejoint l'ONU parce que je croyais en Theo van Boven et notre très petite équipe. Nous étions seulement 51 personnes. Maintenant, je crois qu'ils sont 800 dans le bureau du Haut-Commissaire. Right now we have, I think, 800 in the Office of the High Commissioner. But the Office of the High Commissioner for Human Rights has been hijacked like everything else. Mais le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a été détourné, comme tout le reste, et suit beaucoup les donateurs. Les donateurs ont une énorme influence sur l'agenda et les priorités du bureau. Je suis très critique à ce sujet dans mon livre « L'industrie des droits de l'homme ». Cependant, permettez-moi de me référer à un autre de mes livres. C'est une trilogie. J'ai d'abord écrit « La construction, un ordre mondial juste » parce que je pensais que c'était nécessaire, avant de m'attaquer à la corruption du système des droits de l'homme et au détournement du système des droits de l'homme, la militarisation des droits de l'homme à des fins géopolitiques. Je voulais montrer qu'il existe une autre voie, que les Nations Unies sont semblables à une constitution mondiale et que nous avons besoin de principes. And that we need principles. So I collected, shall we say, the most crucial principles. J'ai rassemblé, disons, les principes les plus cruciaux du droit international en 25 principes qui ont été cités comme les principes de Zayas de l'ordre international. L'ancienne présidente de l'Assemblée générale, Maria Fernanda Espinosa, a écrit que les 25 principes de Zayas de l'ordre international sont une Magna Carta moderne. Ceci est un bref extrait d'une déclaration beaucoup plus longue. Le professeur Carlos Correa, directeur exécutif du South Center, a écrit que Zayas propose un nouveau paradigme fonctionnel des droits de l'homme pour tous. Sharon Venn, une leader des mouvements autochtones aux États-Unis et au Canada et experte en droit international, a écrit que ce livre remonte aux sources du droit et de la justice et propose des solutions pragmatiques à de nombreux problèmes, y compris ceux des peuples autochtones. Many problems, including those of indigenous peoples, etc., etc. So, as I said, before I... Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai démontré comment le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et la Cour pénale internationale ont tous été détournés. Je voulais explorer quelle approche devrait être adoptée en matière de droit international et de droits humains pour rendre ces droits judiciaires, justiciables et exécutoires. Le livre a eu un certain impact, mais il remet en question les normes prédominantes. Par conséquent, il est peu probable que le Bureau me nomme à nouveau rapporteur, ni ne me sélectionne pour une commission d'enquête. Comme je l'ai expliqué dans l'industrie des droits de l'homme, la nomination des rapporteurs et des experts est très politisée.
À moins qu'ils ne croient que vous vous conformerez, vous n'avez aucune chance. Unless they believe that you are going to toe the line, you don't have a prayer. You know what we have to do? We have to discuss these 3 books. Vous savez ce que nous devons faire? Nous devons discuter de ces 3 livres à vous séparément, car chacun mérite une discussion distincte. Nous avons déjà parlé pendant 1h30, et je sais que dans 1 heure, vous avez une autre réunion. Nous devons donc abréger. La discussion a pris des directions complètement différentes de ce que je pensais, mais il est juste impossible de diriger un esprit brillant comme le vôtre dans un seul chemin. Nous avons donc exploré plusieurs sujets, mais je suis très heureux. So we have been going into several ways, but Sorry to Eroka. Je suis très heureux. I'm very happy. Before we close, I mean, Je suis très heureux. Avant de conclure, je veux dire, j'ai fait dire une messe pour son âme, et je veux me souvenir d'Aaron Bushnell. Je ne sais pas si vous avez vu ce jeune aviateur américain qui s'est immolé devant l'ambassade israélienne à Washington, D.C. J'ai fait des recherches sur lui, il semble avoir été un être humain merveilleux, très engagé, pas du tout fou, et très impliqué dans les droits humains. Il était stationné sur une base au Texas. Tout le monde l'aimait. Il prend son iPhone, commence à enregistrer, et vous savez, on a envie de crier « Non, non, on ne fait pas ça ». like crying out, no, no, don't do that. He's explaining that what he's going to suffer and he knows is going to be. Il a expliqué que la souffrance qu'il s'apprêtait à endurer, qu'il savait être atroce, était bien moindre que celle que subissaient les gens en Palestine. Il l'a décrite comme un génocide. Il marchait très calmement et rationnellement. Il n'était ni agité, ni ne criait. À son arrivée, il a posé son iPhone au sol, a pris une bouteille et s'est versé du kérosène sur la tête. Il a ensuite crié « Libérez la Palestine » et s'est immolé par le feu. Il a crié « Libérez la Palestine » 5 fois de plus. Les 2 derniers cris étaient particulièrement déchirants, comme vous pourriez l'imaginer en train de brûler et de mourir. Puis comme c'est souvent le cas aux États-Unis, comme on le voit dans la vidéo, la police est arrivée, arme au poing. The police is there with a gun. You know, the guy is burning, he's dead practically. Vous savez, l'homme est en train de brûler, pratiquement mort, et il y a la police non pas en train de le sauver ou d'éteindre le feu, mais avec des armes à la main. C'est de la folie. Que se passe-t-il dans notre pays? Où est la dignité humaine? Au lieu d'apprendre la leçon qu'il essaye de nous enseigner, nous tournons simplement la page et oublions. Qui était Aaron Bushnell? Oh, eh bien, j'ai fait dire une messe. Je devrais faire dire plus de messes pour lui, pour des gens comme lui, et pour les gens de Palestine, 35 000 civils innocents. Comment cela peut-il se produire? Et puis vous avez des leaders comme Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Rishi Sunak et Emmanuel Macron qui disent des absurdités et appellent cela antisémite quand vous protestez contre le génocide. Anti-Semitic when you protest against the genocide? I mean, what kind of a world are we living in? That's why. Je veux dire, dans quel monde vivons-nous? C'est pourquoi nous devons redécouvrir la spiritualité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous devons renouer avec la spiritualité qui a émergé après les crimes grotesques de la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous voulions avancer. Nous voulions affirmer que nous sommes tous enfants du même Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre les uns contre les autres. Comme l'a dit Jimmy Carter dans sa conférence du prix Nobel de la paix, nous n'aurons jamais la paix si nous continuons à tuer les enfants des autres. C'est exactement ce que nous faisons. Mais malgré tout, nous devons continuer à œuvrer pour la paix à l'avenir. Vous dites les mots que mon cœur crie chaque jour. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous devons arrêter les tueries pour l'amour du Christ. Et les personnes qui disent que nous devons continuer les tueries sont celles que nous devons ramener à la raison. Nous n'avons pas besoin de les combattre. Nous devons les aider à comprendre, car ils comprennent manifestement mal. Alfred Desayas, cela a été un grand plaisir, et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir invité. Thank you for inviting me.